Salam alaikum. Quand Mohamed m'a demandé de faire une communication, comme ça j'ai dit cancer du poumon, cancer gynécologique, parce que j'ai trouvé que... Je me suis rappelé en fait pour le sein, comme moi j'ai travaillé déjà au CPMC, et quand je sortais du CPMC, il y avait une consultation de sénologie. Juste à côté, il y avait un monde fou. Je me suis dit, oula, si je fais pas le sein... Et puis le poumon, parce que le poumon, on a tous commencé la tête par le poumon, hein, finalement. Hein. Donc c'était le nodule, caractérisation du nodule. Donc c'était ça le truc. J'ai essayé de faire... j'ai pas insisté finalement je vais pas insister pour l'épidémiologie. J'ai essayé de voir un petit peu sur la société de pneumologie en Algérie pour voir un peu, mais je trouvais que mais je ne sais même pas si c'est vraiment valable ou pas. Il paraît qu'il y a 3500 nouveaux cas d'atteinte de cancer du poumon chez nous. Voilà, par an. Je trouve que c'était peu par rapport déjà à notre entourage. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc, je ne vais pas trop tarder parce que j'ai plein de choses à dire et à vous montrer, surtout. Donc, j'ai 5 communications. Je vais aller très très vite. Et je commence par le poumon, donc la place de la TEP dans le cancer du poumon. Donc, bien sûr, la classification histologique que vous connaissez tous, hein, qui sont les formes dites communes déjà, hein, donc représentées par le carcinome épidermoïde, l'adénocarcinome, carcinome à grande cellule et puis à petite cellule. Et parmi les 3 premiers, sont regroupés sous forme de cancer non à petite cellule qui représentent finalement le gros des cancers du poumon. Et ensuite, il y a les formes non communes, notamment les carcinoïdes. Donc finalement, 4 types histologiques définis par l'OMS, l'adénocarcinome, le carcinome épidermoïde, parce qu'il faut savoir que la courbe, elle est un petit peu, c'est inversé. Paraît-il, c'est à cause des habitudes des fumeurs et tout. Et donc on se retrouve finalement avec 25 à 40% des carcinomes épidermoïdes et 25 aussi à 40% donc d'adénocarcinome. Donc voilà. Voilà, là je vais me répéter un petit peu pour juste dire que parler des sous-types, hein, adénocarcinome, les carcinomes épidermoïdes, et voilà. Je pense que la classification est très très importante. N'importe quelle classification est très très importante. Je ne vous demande pas de l'apprendre parce que personne ne l'apprend, même les pneumologues. Quand je fais des RCP, ils ont une petite maquette comme ça. Ils disent, bon voilà, on le classe comment? Et il y a des réticences, hein. Ils ont une petite maquette et retrouvent le T, le N par rapport. Donc, certainement parce que. Et puis, ça évolue, hein, une classification, ça évolue tellement que. Voilà, on fait avec les moyens de bord, comme on dit. Donc, classification, bien sûr, TNM basée sur le T, hein, et puis le N, hein, les ganglions, s'ils sont homolatéraux, contralatéraux, jusqu'aux métastases ganglionnaires médiastinales contralatérales, ou hilaire contralatéral, où on est sur le N3. Le M, pareil, l'envahissement, vous le connaissez tous. Et puis il y a une modification du M1. Donc vous voyez que là, on passe du nodule séparé dans un lobe contralatéral. Et vous allez voir tout à l'heure un cas un peu assez concret que je vais vous présenter. Et donc, il en découle de cette TNM classification, bien sûr, une stadification importante qui conditionne aussi le pronostic. Hein, vous allez voir, on va le voir ensemble. Hein. Voilà. Et puis, chaque stade, bien sûr, il y a les stades 1 et 2 qui sont finalement des cancers localisés, puis le 3 et le 4, c'est assez avancé en fonction. Donc, en fonction du stade, là, on voit très bien que finalement, là, c'est pour le stade 1, on a le traitement est habituel, soit la chirurgie, soit la radiothérapie stéréotaxique.
Idem pour le stade 2 où on a une chirurgie, on rajoute aussi une chimiothérapie adjuvante. Et voilà, jusqu'au stade 4 où on a finalement un traitement systémique à base de chimiothérapie et de thérapie ciblée si jamais vous avez des mutations telles que le GFR. La classification de TNM est importante pour, bien entendu, le pronostic, et il en découle que plus le stade est avancé, plus le pronostic il est mauvais. Et donc, là, je vais vous montrer, vous rappeler plutôt les recommandations de l'ATEP dans le cancer du poumon. Il faut savoir qu'il n'y a pas de place directe dans le diagnostic d'une lésion primitive. Par contre, bien sûr, on a la caractérisation du nodule pulmonaire isolé, le bilan d'extension loco-régional et à distance, bien sûr. Ensuite, dans les optionnels, on travaille, on a beaucoup de demandes aussi, et comme disait tout à l'heure Malek, avec les cliniciens, il faut insister, parce que vous allez voir, ils vont vous demander des nodules de 8 mm, voire même de 5 mm. J'ai eu des cas, et voilà, donc on a beau essayer de leur dire non, c'est pas l'indication, mais bon, il faut faire avec jusqu'à ce que, il faut matraquer jusqu'à ce que ça rentre et ça s'imprime, quoi, finalement. Voilà, donc ensuite, le diagnostic, bien sûr, différentiel entre récidive ou maladie résiduelle, et puis le diagnostic de magnitude des lésions pleurales. En évaluation précoce très importante aussi, qui permet une orientation clinique adaptée. Donc, brièvement, la fixation tumorale, on rappelle, je ne sais pas, je comptais sur notre ami Habib pour nous... Je croyais qu'il allait faire un petit peu les bases, et finalement, peut-être que j'ai bien fait, mais bon, pour les résidents éventuellement, de voir la fixation de la lésion. Et donc, bien sûr, elle augmente avec le FDG en fonction de la cellularité, hein, et du transport transmembranaire de la glycolyse. Donc finalement, la fixation elle est corrélée au transport membranaire du glucose et à la prolifération cellulaire. Donc là, comme vous le connaissez tous, il y a une faible fixation pour les carcinoïdes, et fixation, finalement, elle augmente avec le degré de différenciation. Ça, c'est un diapo qui illustre un petit peu la captation, si vous voulez, du FDG en fonction de la différenciation cellulaire. Donc, plus on est, plus il y a moins, pardon, il y a des différenciations, plus il y a une augmentation de l'activité. Donc, je pense que dans votre pratique, vous serez amené aussi à voir le côté scanographique des nodules, très important aussi. Parce qu'il ne faut pas voir juste, on nous donne une image et on va interpréter une fixation. Donc il faut connaître aussi les caractéristiques de malignité ou de bénignité d'un nodule solitaire, que ce soit au niveau de son diamètre, le contour, s'il est spiculé, s'il est régulier, s'il présente éventuellement un bronchogramme aérien, ou s'il y a des branches dilatées aussi, la cavitation, les images en verre dipoli, et puis pointez votre curseur sur le petit rond sur le scanner, hein, pour voir la densité si elle est dégraisseuse ou pas, avec des variations de 40 à 80 unités Hubsville. Les calcifications qui sont très importantes aussi, hein, pour la caractérisation de nodules, en tout cas en radiographie, voir s'ils sont diffuses, lamillaires, en popcorn, centrale, tout ça conditionne enfin, elle améliore en tout cas l'interprétation, si vous voulez. Voilà. Donc, bien sûr, la sensibilité est élevée pour les T supérieurs à 8 à 10 mm. Voilà. Donc, c'est quoi finalement le nodule, hein? C'est une opacité focale, mesurant moins de 3 cm et entouré d'un parenchyme pulmonaire sain. Sachant que pour les solides qui représentent 80% des demandes,
Ils sont pas finalement, il faut pas finalement s'alarmer, hein. Par contre, pour les non-solides et mixtes, là, qui représentent 20%, ils sont souvent malins. Donc je me répète un peu pour dire au niveau des sorts qu'une lésion pulmonaire tissulaire isolée de plus de 1 cm, donc sans critère définitif de bénignité en imagerie et calcification. Le diagnostic de malignité d'une lésion de moins de 1 cm de niveau de preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, B, quoi. Bonne sensibilité, bonne spécificité, hein, donc la probabilité de malignité augmente bien sûr avec la taille, hein, et la sensibilité du TEP est élevée. Bien sûr, elle diminue si la lésion est infracentimétrique. Voilà, donc j'insiste sur tout ça parce que bon, il faut bien matraquer les pneumologues et même les généralistes, ils commencent à prendre conscience de ça. Donc finalement, si le PET scan est négatif pour un nodule de 1 cm, donc là, la valeur prédictive négative, elle est excellente. On est tranquille. Si le PET est négatif pour les nodules inférieurs à 1 cm, le risque de faux négatif, il existe. Donc, ne pas conclure. Faire attention. Voilà. Si le PET scan est positif pour un nodule inférieur à 1 cm, bien sûr, quelque chose de petit qui fixe beaucoup, il va de soi que... Hein, voilà, donc là c'est une diapo pour dire que en fonction de la taille, le signal de SUV est maximum, hein, 100% pour les supérieurs à 10 mm, et moins la taille elle est inférieure à 1 cm, moins le signal il est important. Concernant les faux négatifs, c'est bien sûr les petites tailles, hein, résolution des caméras, 5 mm, les effets de volume partiel, hein, les mouvements respiratoires qui diluent un petit peu qui engendrent une dilution volumique. Hein. Vous allez voir sur les TEP, c'est vraiment une espèce de dilution. Et puis le faible métabolisme, tels que les carcinomes bronchiolo-alvéolaires et les carcinoïdes. Toujours analyser les images non corrigées, très important. Très très important. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, pour les faux positifs, je ne vais pas trop vous énumérer tout ce qui est inflammatoire, infectieux, voire tumoral. Hein, donc voilà, vous les connaissez tous certainement. C'est que la sarcoïdose, les hématomes, mytoaspergillose, on s'est fait avoir et tout le monde s'est fait avoir, hein, sur ça. Mais bon, ça va. Là, c'est une diapo de faux positifs, hein, c'est une silicose. Tout bêtement, vous voyez ça, vous dites c'est un cancer, oh là là, on devient alarmiste, mais faire attention, voir toujours le contexte, hein, très important de discuter avec les médecins, de discuter avec les patients aussi, très très important. Parce que le patient, il vous a... Déjà en France, franchement, on a des demandes qui sont très très faibles. Alors, vous avez une demande, on a fait une espèce de fiche comme ça, mais elle n'est jamais remplie. L'écriture, elle est des fois un peu illisible, ça on connaît très bien, enfin c'est pour tout le monde. Et plus important, c'est de discuter avec le patient, discuter avant et après. Ça, c'est pour vous le faire avant surtout, parce que bon, les histoires de radioprotection, bien sûr. Hein, et après, si vous avez des trucs sur la TEP et tout, ce patient il part. Déjà en France, on a du mal à téléphoner, hein, donc j'imagine ici ça va être... donc voir le patient, même 2 minutes, 3 minutes, 2-3 questions, ça vaut le coup ça vous aide énormément dans votre interprétation. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Évaluation qualitative par rapport au médiastin, bien sûr, très importante. Toujours voir le visuel, c'est très important. C'est vrai que la quantification, elle est là, on travaille avec, mais le plus important, vous allez voir. En tout cas, personnellement, c'est le visuel. Assez souvent, voilà, je vois un nodule et un contraste par rapport au médiastin, je m'alarme. Voilà. Et même s'il fait 2, 2,4, 2,5, oh là là, je mets pas normal, hein, je mets faible activité, mais bon contraste. Voilà. Donc pour que le message un peu. Donc l'évaluation quantitative, une valeur seuil, hein, qui est proposée de 2,5. Voilà, toujours je reviens vers le qualitatif aussi, hein, d'après ma modeste expérience.
Bien sûr, non indiqué pour les nodules non solides qui peuvent ne pas être hypermétaboliques. Donc là, place de la tête pour la prise en charge du nodule pulmonaire solitaire. Il y a une espèce de diagramme comme ça, où on va se retrouver. Donc, si vous avez un nodule très suspect, là, contestablement, vous allez faire la chirurgie. Donc là, c'est des critères francs sur le scanner, donc on passe à la chirurgie, donc il n'y a pas de discussion possible. Si le patient présente un nodule bénin, on arrête les explorations. Maintenant, c'est ce qui pose le problème, et les indications, ce sont les patients, c'est les nodules finalement indéterminés. Donc parmi ces nodules, est-ce qu'il est solide, dans la mesure où il est solide, mesure-t-il plus de 10 mm, moins dans ce contexte-là, attendez, je vais pointer le truc. Donc on est là. S'il est supérieur à 10 mm, à ce moment-là, on fait la TEP, c'est l'indication. Si il existe un hypermétabolisme, à ce moment-là, on fait un prélèvement histologique. Sinon, donc il y a une surveillance TDM de contrôle, un minimum de 2 ans. Donc il y a une espèce de 5-10 mm en mai, 3, 6, 12 mois, puis 24 mois, inférieur à 5 mm annuel. Et puis prélèvement, bien sûr, s'il y a une augmentation du volume. Voilà, nous on se trouve un petit peu ici. S'il n'est pas, s'il n'est pas inférieur, donc toujours, donc je passe parce que bon, j'ai pas assez de. Donc là, finalement, on améliore la visualisation, enfin la caractérisation par la visualisation systématique comme je disais tout à l'heure, les images non corrigées. L'utilisation de la synchronisation respiratoire, moi j'en ai fait, je crois, 1 ou 2 cas quand j'étais puis voilà, ça prend tellement de temps, on a tellement de charges, vous allez voir, on peut pas se permettre, il faut vraiment je sais pas combien vous avez de patients en Suisse, Habib, mais nous on est de l'ordre de 20, 21, 22, vous imaginez faire de la synchronisation des patients. Je vous parle d'un côté vraiment pratique, voilà, la synchronisation peut être intéressante éventuellement, vraiment dans les cas indéterminés et puis cas un peu spécifiques. Puis les images tardives aussi, je ne sais pas, Melek, toi si tu as une expérience là-dessus, moi j'en ai pas. J'ai entendu, d'après les collègues, que ça a été abandonné finalement. Ouais, franchement, ça va faire le 1 heure et 120, et puis bon, il n'y a pas d'études sérieuses, en tout cas, pas à ma connaissance, là-dessus qui. Voilà. Après, pour les lymphomes, ça peut être autre chose. Voilà. Et après, l'utilité des autres traceurs qui vont arriver, le FLT, le FI. Alors, conséquence finalement, une lésion hypermétabolique doit être considérée comme maligne jusqu'à preuve de contraire, surtout si elle est infracentimétrique. Ce qu'il faut retenir. Donc, une lésion supracentimétrique négative en tête présente une faible probabilité de malignité, donc inférieure à 5%. Considérez bien sûr toutes les caractéristiques de la lésion, au TDM, comme je vous ai dit tout à l'heure, considérez. Moi, au début, j'étais un peu réfractaire, mais après, voilà, c'est dans les RCP qu'on apprend. N'hésitez pas à aller voir les radiologues, n'hésitez pas. Vous apprenez avec les radiologues. Les radiologues sont nos amis. Franchement. Moi, personnellement, j'ai de très très bons rapports avec les cardiologues, et c'est avec eux que j'apprends. Et puis, finalement, on voit qu'avec le temps, nos interrogations sont les leurs aussi. Vous ramenez une image, il dit « Ah oui, effectivement ». Il change de compte-rendu des fois, il y a une adénomégalie qui n'a pas été vue, voilà, il dit « Ah oui, effectivement », il téléphone, devant toi, effectivement, est-ce qu'on peut changer de compte. Donc, il y a un échange scientifique, et un échange, comme disait Bourouba, c'est pour le patient finalement, c'est pour le patient. Voilà, donc j'ai pas trop mes diagnostic, où est-ce que j'en étais? Suivi TDM des lésions FDG négatifs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la surveillance, parce que ça c'est les pneumologues qui vont le faire. Diagnostic histologique en cas d'augmentation, et finalement meilleur pronostic des patients avec un cancer FDG négatif versus positif, c'est normal. Voilà. Après, on va passer au staging. Dans le bilan d'extension, je vais accélérer un petit peu parce que j'ai tellement de. Donc, c'est l'évaluation de l'extension locale-régionale à distance, qui permet de modifier la stratégie thérapeutique, réduire les indications chirurgicales,
intensifier la chimiothérapie et éviter les traitements coûteux et inutiles. Très important la classification. C'est ça qui conditionne tout. Voilà, il faut être pratique. Pratique, c'est tout. Avec une très bonne sensibilité, hein, on le voit, TDM tout seul, TEP toute seule et TDM qui passe de 93,69 à 97. Donc, voilà. Donc là, c'est le bilan d'extension initiale. Donc staging précis, puis stadification, comme j'ai dit. Puis meilleure stadification, meilleur pronostic. Alors, là, c'est quoi? Tumeur accessible loco-régional après image TEP. Évaluation du N, très important dans la TEP. Très, très important pour les pneumologues, oncopneumologues. Dans la TEP, il y a un hypermétabolisme. Hein, il faut savoir qu'il y a un hypermétabolisme au niveau ganglionnaire. C'est la médianoscopie directe. Voilà. Et puis, en fonction de... Elle peut supplanter un peu tous ces examens, hein, les examens de base qu'ils ont, les pneumologues l'habitude de le faire, TDM et tout. Voilà. Donc, dans le staging, pour les patients opérés, le PET scan est recommandé à un niveau A, afin d'évaluer l'atteinte ganglionnaire et métastatique à distance. Donc ça, il n'y a pas de discussion possible. Le principe, bien sûr, toute hyperfixation ganglionnaire en PET nécessite d'être confirmée par un prélèvement ganglionnaire. Et ça permet un changement de stade de 30%. Très important, c'est énorme, 30% quand même. Hein? Voilà, donc là, je vais me répéter finalement, hein, je vais passer, parce que là, c'est les stades où c'est possible de faire de la chirurgie, et non, avec une bonne sensibilité et bonne spécificité de l'apport de la TEP. Là, c'est un cas où, vous voyez le nodule, finalement, et puis un autre nodule, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il est tellement petit là, hein, qu'il ne fixe pas, et finalement on évite le stade 4. Hein, c'est vachement important. Donc là, le patient il peut bénéficier d'une chirurgie finalement, ou d'une radiothérapie stéréotactique. Voilà, donc là c'est les fixations habituelles au niveau ganglionnaire. Après, au niveau ganglionnaire, ça dépend avec qui vous travaillez. Est-ce que vous travaillez directement avec des chirurgiens, pneumologues? Parce qu'il y en a qui vont vous dire loge de Bariti, fenêtre artopulmonaire, et d'autres ils vont dire non, moi, vous me parlez R4, L7, si on a un débat continu. Donc, il faut juste c'est assez simple hein, finalement, juste voir avec qui vous travaillez le plus et... Voilà. Les points faibles, bien sûr, la sensibilité décroît, bien sûr, si les adénopathies sont inférieures à 1 cm. Normal. Elle est peu performante dans les détections des stades 1, donc des fois, tu as des tumeurs hilaires et tout, qui empiètent un peu sur les ganglions. Et voilà. Moi, j'ai jamais... franchement, je ne m'aventure pas. Si j'ai un ganglion ailleurs, je le mentionne. Hein. Si juste à côté de la tumeur où on empiète ou tout, je dis rien, je laisse le scanner avec injection, il se débrouille. Voilà. Parmi les faux négatifs, zone de faible, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, masse tumorale, hein, les opacités en verre dépoli, les nécroses, bien sûr, le type histologique et la localisation ganglionnaire. Hein, parce que, bon, assez souvent, quand on a commencé, je me rappelle, on s'alarmait, les ganglions, ça fixait, on était là, sûr de nous, avec les pneumologues, à dire oui, non, ça fixe, donc c'est important et tout, alors finalement. Le mec derrière, il dit mais ouais, ça fixe, mais il a une insuffisance cardiaque, il a de l'œdème, il a... Donc faire attention, si le contexte très important, l'inflammation, et plus votre nodule, plus votre ganglion est grand, plus il faut se méfier. Hein. Donc là, déjà, voir surtout le contexte. Et puis, la fixation cérébrale... moi, personnellement, en fixation cérébrale, je commence à dire à l'état cervico-facial. Je ne m'embrouille pas. Il y a beaucoup de gens qui vont décramer un petit peu la fixation cérébrale pour essayer de voir. J'essaie de regarder sur le scanner s'il y a vraiment quelque chose de gros, je le dis. S'il y a une hypodensité suite à un AVC, je le dis, ou peut-être qu'il passe inaperçu, des choses comme ça. Si dans mon MIP,
Il faut regarder le MIP, très important quand vous regardez le MIP. C'est là où vous allez voir les fixations cérébrales. Je vais vous montrer un cas. Mais personnellement, je ne sais pas l'expérience des confrères. Je me méfie du... Déjà, en RCP, ils ont le scanner dédié pour ça. Et le mec, il lui dit, non, moi je préfère faire une IRM quand même. Donc vous voyez, donc, se méfier. Donc, voilà. Donc là, pour le staging, donc je confirme un petit peu. Hein, donc une très bonne valeur prédictive négative. Et donc finalement, 5% échappe à la règle. Pour l'appréciation du statut M, donc je vais être rapide. Hein. Le but, c'est d'éviter bien sûr la chirurgie inefficace. Modifier le stade M, la TEP, elle modifie le stade dans 10 à 29% des cas. Et découverte de métastases retenues par l'imagerie conventionnelle chez 10 à 29 patients explorés par la TEP. Donc on voit la supériorité de la TEP dans les métastases à distance. Elle est supérieure bien sûr à la scintille. Hein. Allez, vous allez me dire, est-ce que c'est auditique, est-ce que c'est condensation? Au niveau des surrénales, elle a une valeur prédictive négative de 95%, qui diminue, donc il y a un risque quand même de faux positif dans les hypertrophies bénignes. On va voir un cas tout à l'heure, hein, un cas intéressant. Et puis pour les métastases hépatiques, peu sensibles, parce que bon, voilà, comme disait tout à l'heure notre ami Zaidi, peu sensible, enfin, faut se méfier des mouvements respiratoires et des mouvements du... Donc là, il faut voir toujours les images aussi non corrigées. Hein, parce qu'il y a des confrères qui se sont fait avoir en disant que soit c'est des masses pulmonaires ou c'est des hépatiques, alors qu'il y a juste une histoire de synchronisation. Voilà. Donc regardez, si vous avez des images vraiment limite diaphragmatiques, regardez toujours le non corrigé, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait avoir. Hein, des gens, au début, c'était comme ça. Et je vous parle des débuts, c'est ça les pièges qu'il faut éviter. Bien sûr, métastase cérébrale, je l'ai dit tout à l'heure. Pronostic, donc bien sûr, l'intensité de fixation est condition de la survie des patients. Survie courte, c'est la SUV élevée. C'est comme les lymphomes tout à l'heure, ce que disait Malek aussi. Le caractère pronostique est indépendant du traitement. Nombreux paramètres, par contre, à l'origine de variation du SUV. Hein, et voilà, on va le voir tout à l'heure. Pronostic, donc évaluation du SUV comme paramètre pronostic. Il y a pas mal d'études qui ont été faites dans ce sens-là, notamment une méta-analyse faite sur 1474 patients avec un hasard ratio combiné de 2,27. Et conclusion, réduction... donc la réduction, la diminution pardon, de la fixation serait associée à une réponse thérapeutique et à l'augmentation de survie. Donc voilà, ça vous pouvez le dire au pneumologue, mais attention, il ne faut pas prendre le patient et lui dire ça, hein, comme certains confrères, donc là c'est pour nous. Hein. Dans le suivi thérapeutique, donc la réponse thérapeutique, comme je dis, il faut se méfier surtout des remaniements, hein, pour dire que c'est une réponse complète, partielle, stable ou tenir compte des SUV et des SUL aussi, une méta-analyse aussi de fait, réponse chimio-radio, hein, après une radio ou chimiothérapie, hein, réponse métabolique supérieure à 20% après chimio, corrélée à une augmentation de la réponse thérapeutique, la réponse métabolique supérieure à 20% après chimiothérapie est corrélée à une augmentation de la réponse thérapeutique, à une survie sans progression et à une survie globale. Et une diminution de plus de 50% du SIV après 3 cycles de chimiothérapie prédit de façon significative la survie. Très important. Donc là, c'est les critères persistent, résistent et persistent, que vous connaissez certainement, hein, avec le cut-off de 30%. Là. Le suivi thérapeutique, donc TDM, FDG pourrait prédire la réponse aux inhibiteurs de la tyrosine kinase aussi. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites aussi dans ce sens-là.
Et puis dans le SCAT4, la survenue d'une réponse thérapeutique métabolique partielle sur TDM réalisée 7 jours après traitement était prédictive d'une survie sans progression et d'une meilleure survie globale. Donc vous voyez, à toutes les échelles, la TEP, elle a ses indications. Caractérisation, stadification, pronostic, évaluation thérapeutique, c'est ça. Toutes les publications vont être dans ce sens-là. Survie globale, survie sans progression, c'est ça, il faut vous habituer à ça. Et puis, finalement, la planification, la radiothérapie, en tenant compte des volumes tumoraux, métaboliques, bien sûr. Le but, bien sûr, c'est d'augmenter le contrôle local, diminuer la toxicité, notamment parce que, bon, vous allez voir que je vais vous montrer une diapo où il y a une hyperfixation de la tumeur entourée de la télectasie. Les radiologues, ils nous disent, je ne sais pas. Et maintenant, donc ça fait déjà 1 an ou 2, ils nous disent, c'est presque une indication. C'est presque une indication. Et ils nous disent, voilà, je ne sais pas si vous avez la même expérience, je reçois de plus en plus de demandes disant, voilà, limité, mais où est-ce que je vais faire mon champ, Donc on prend de l'ampleur, on est là, on prend de l'ampleur, la TEP, c'est très important. Voilà, donc rien que pour ça, diminuer les doses, toxicité, contrôle local, donc ça c'est vachement important pour un radiothérapeute. Ils sont très gênés, c'est des patients en plus qui sont amenés à recevoir des doses pas négligeables. D'accord, je suis à la moitié, ok. Et on parle de volume tumoral métaboliquement actif. Voilà, vous voyez là, par exemple ici, le radiologue il va considérer tout ça, alors que nous, c'est juste ça le volume, la masse à détruire. Vous voyez, c'est énorme comme champ, et ça implique des effets secondaires importants, et puis des doses aussi, très importantes. Il y a pas mal d'équipes qui font ça. Nous, je vous dis, il faut bien sûr un physicien, enfin, mais ça se fait de plus en plus. Et donc, j'ai mis en rouge, réduit jusqu'à 20% des radiations des organes sensibles. Voilà, donc là, je me répète un petit peu, et là, c'est les volumes cibles, avec un volume cible macroscopique, qui représente la concentration cellulaire, finalement, de la tumeur. Le volume cible de planification, qui va garantir une irradiation conforme par rapport au volume cible anatomoclinique. Et puis la synchronisation, bien sûr, c'est la localisation des lésions entre TEP et TDM, réduction de l'étalement des lésions sous l'influence des mouvements respiratoires. L'avantage, amélioration de la correction d'exposition, amélioration de la précision des SUV aussi, important. Et puis précision des ciblages, volume à irradier en radiothérapie. L'inconvénient généralement, temps d'examen un peu plus long avec dose d'exposition aux radiations discrètement augmentées. Mais bon, il y en a qui le font. Il y en a qui le font et ça se défend. Mais il ne faut pas avoir 20 patients par jour. Ça c'est clair. On ne peut pas se permettre. Puis les doses, ça, voilà. Ça c'est le côté pratique. Les limites, finalement, il y a un risque élevé de faux négatifs, tumeur à faible métabolisme, on se répète un petit peu, bronchiolo-alvéolaire, les lésions mobiles, les lésions infracentimétriques, les lésions, voilà, le risque de faux positifs, processus hypermétabolique non malin. Attendez, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, attends, si on revient comme ça. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit ? Lésions, infracentimétrique, système de fixation de FDG, volume partiel, intérieur des images, sans correction d'atténuation. Voilà. Et ensuite, les faux positifs, ce sont les processus hypermétaboliques non malins, tels que la granulomatose, les infections, l'inflammation. Tout ça, c'est des contextes. Et puis l'activation de la graisse brune, comme vous l'a montré tout à l'heure Malek, un petit javelocardie, et ça va. Et alors, chez des patients, des fois, on ne sait pas, ils sont stressés, un hypermétabolisme, mais veuillez à mettre sur votre fiche, si jamais c'est des patients qui vont revenir, mettez un petit post-it, un pense-bête, que ce patient, il doit recevoir de la vlocardie. Vous le mettez, si vous avez une secrétaire, vous avez, voilà. Comme ça, la prochaine fois, vous serez avisé. Moi, c'est ce que je fais, parce que bon, on ne peut pas se rappeler tous les patients, et voilà. Et parce que c'est vraiment embêtant,
la fixation des... Ouais, très important, des fois, surtout dans les lymphomes. Et bon, maintenant, on a un peu plus d'expérience, on voit le scanner, ça se projette et tout, mais bon, au début, c'est vraiment que c'est flippant. Hein. Donc, les limites erreurs méthodiques, erreurs, bien sûr, il y a l'erreur d'interprétation, le mouvement du patient, très important, ne pas hésiter à refaire un champ. Hein. Surtout si c'est un champ qui vous intéresse, hein, soit un pulmonaire ou au niveau de la sphère ORL. Et puis l'hyperglycémie aussi, vous la connaissez tous. Si un patient est hyperglycémique, je ne sais pas, donc, dans les services, je pense que ça doit varier un petit peu. Je ne sais pas si vous, Malek, vous tolérez combien ou, voilà, c'est ça. Moi, 1,7, je vais jusqu'à 1,8, 1,8, je fais mon examen. Au début, 1,8, c'était oh là là, hein, je ne sais pas, moi j'ai vécu comme ça. Et avec le temps, on a plus tolérance, exactement. Donc 1,8, n'hésitez pas. Après, j'ai découvert un truc aussi, la semaine dernière, c'est les petits bonbons. Il y a un patient qui a clétré le halwa. Donc, c'est pas grave, je me alarmant, mais faites-le quand même. Il n'y a pas trop de... Et puis, les fixations musculaires, c'est ce qu'il vous a montré tout à l'heure. Moi, j'ai vu quelqu'un extraordinaire, un jeune de 18 ans, mais Hulk. On voyait l'image Hulk. C'était parce qu'il a fait du sport, pour du bodybuilding, et voilà. C'est examen mort. Tu vois rien, tu ne peux pas interpréter ça. Tu peux pas, tu refais ton examen. Voilà. Après, moi, ce que je préconise aussi, vous allez avoir certainement ce genre de... Parce qu'on est une population de diabétiques aussi. Ça, c'est très important. Parce que tout ça, finalement, c'est quoi? Il faut avoir une bonne image. La bonne image, ça commence avec le patient. La glycémie, assez souvent, moi, je disais, bon, ben, on refait, voilà, machin et tout. Bon, les patients, il faut les diabétiques, ils prennent leurs médicaments. Ils ont de l'insuline, bien sûr, 4 heures avant et tout. Et moi, je fais marcher les patients. Je fais marcher les patients pendant une demi-heure. Vas-y, va te balader. Ouais, va te balader, puis reviens, et là, diminue son glycémie. Je lui fais son... Bon, je ne lui demande pas de... Ok, j'avance. Pardon. Mais c'est des choses importantes, pratiques, je pense. Hein. C'est quand même... voilà. Donc les faux positifs, là, par exemple, patient 39 ans, antécédent de maladie Hodgkin avec 3 récidives, allogreffe il y a 6 mois, tout chronique, hein, on pense apparition de l'opacité pulmonaire, lobaire moyen droite, hyperfixation intense à 9,9. Voilà. Malek, tu nous diras récidive. Je ne sais pas. Tous, on ne sait pas. Voilà. Disparition du foie et lobaire moyen après antibiothérapie. Diagnostic, pneumopathie, probablement chez cette patiente immunodéprimée. Des preuves, ouais. C'est assez sûr. Même pour les poumons. Les poumons, les pneumologues, s'ils ne savent pas, est-ce que c'est infectieux, voilà, ils font de l'antibiothérapie et on refait l'examen après. Tu vas voir que la fixation, elle a disparu. Donc il y a toujours des solutions. Toujours des solutions. Créer des solutions avec les pneumologues, voilà, c'est un échange, quoi. Et après, je ne vais pas vous parler des cancers pleuraux et à grandes cellules. Hein, mais il y a quand même un intérêt. Hein, j'ai mis juste une diapo, moins de données. Fixation sensible pour les lésions pleurales élevées. Hein, l'avidité pour le glucose semble avoir une valeur pronostique, dont le mésothélium pleural. Mésothélium, ça fixe énormément. Des fois, vous avez votre image, la première, moi je dis mésothélium. Tellement que j'en ai vu, il y a une hyperfixation, un hypermétabolisme intense. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de choses. Vous pouvez le lire. Hein, c'est un laïus, quoi. Hein. Et après, bon, bah, c'est fluorothymidine, hein, le FLT, analogue fluoré de la thymidine, prolifération, qui marque la prolifération. Hein, le F-muso, les zones d'hypofixation, les zones hypoxiques, pardon. Bien sûr, vers une meilleure caractérisation. Hein. La tissu hypoxique, qui est caractéristique des tumeurs solides avancées, peut représenter jusqu'à 60% de la masse tumorale. 60%. L'hypoxie, c'est la résistance à l'apoptose. L'hypoxie, c'est néfaste, l'hypoxie, parce que la tumeur, elle se met dans une condition hypoxique et elle crée une espèce de défense qui font qu'elle devient radiochimio-résistante.
Et donc il faut vraiment... Le traceur est très important, hein. Bon, pour le moment, il y a peu d'équipes qui le font, mais c'est vachement important pour la radiothérapie aussi. Chimio-radio-résistant, donc complément de dose, voilà, complément de dose de radiothérapie sur les zones hypoxiques. Donc si vous faites le diagnostic de l'hypoxie, il faut le radiothérapeute pour lui, c'est méchant, c'est pas bien, je bombarde. C'est le message. Après, les traceurs spécifiques, donc voilà. Donc point clé, impact important de la TEP diagnostique, dont le diagnostic, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bilan d'extension, très sensible, moins spécifique. Indiqué pour la caractérisation des nodules inférieurs à 1 cm ou mixte. Et si la TEP elle est positive, confirmer le prélèvement par l'histologie. Donc, cas clinique. Alors, je ramène ça, parce que c'est des dossiers de la semaine, elle est faite. Désolé, hein. Je suis un grand feignant, donc... Alors, premier cas clinique, donc je vais enchaîner un petit peu, donc là, c'est caractérisation d'une masse lobaire au supérieur gauche. Je l'ai écrit en plus. Le SUV, il est à 23,5. Au niveau de la loge de Bariti, il est à 3,8. Vous voyez, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, parce que c'est un... Alors, voilà, on est là. Hein. Et après, je vois ça, je dis, bon, bah, il n'y a pas grand-chose, hein, finalement. Fixation à 3,8, on a l'habitude. Hein, c'est pas choquant. Je pense que c'est pas choquant. Et je m'amuse et je retrouve cette image-là. Alors, j'ai pas fait mon compte rendu parce que je voulais savoir est-ce que c'est quoi finalement? Un ganglion? Qu'est-ce que ça peut être? Hein? Encore? On est juste en arrière de l'aorte là. Donc, j'ai été voir un radiologue. Je dis écoute, vous avez fait votre scanner, vous n'avez pas parlé de ça. Il regarde. Et formation très suspecte. Pas ganglionnaire. Hein. Les caractéristiques, pas ganglionnaire pour lui. Non, c'est pas la zygose, non. Il y a un scanner dédié avec injection et tout. Ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu parce qu'ils ont tellement... Il faut savoir que les radiologues, ils ont tellement d'examens que c'est quasiment impossible de voir tout. Et nous, on est plus ou moins... Parce que le signal, vous le voyez, le signal. Oui. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ils attendent la TEP. Ils attendent maintenant la TEP. Ils sont gênés. Et moi, personnellement, par hasard, j'ai pas le PAX de transfert parce que je suis une espèce de JE, donc c'est compliqué hein. Et ils me matraquent tout le temps, mais faites-nous le PAX, donne-nous le truc. Donc c'est pour qu'ils puissent calquer, pour leur faciliter plus la tâche, quoi, finalement. Et nos interrogations, quand on retrouve des trucs, je vous ai expliqué tout à l'heure, vous trouvez des formations, des ganglions, ils sont là, ils disent « Ah oui, effectivement ». Mais c'est vrai que c'est plus facile pour nous aussi, hein, il faut le dire. Hein. On n'invente pas. Donc finalement, très suspect, donc ça change tout. D'où la stadification. Alors, là, c'est... pardon du nom, hein. J'ai oublié le nom, ne regardez pas. Je suis sûr que vous allez tous regarder le nom. Et par hasard, c'est un collègue. Excusez-moi, franchement, j'ai Mohamed, vraiment, et j'ai enlevé tout à l'heure un nom en plus. Bon, bref, c'est un médecin, c'est un collègue qui vient régulièrement faire des TEP pour un adénocarcinome pulmonaire, ayant bénéficié initialement d'une lobectomie supérieure gauche en décembre 2015 et d'une lobectomie supérieure droite en février 2007, traité par la suite par immunothérapie. Je refais son examen. À l'époque, il n'y avait plus rien. Là, ce n'est pas l'examen de... Il n'y avait plus rien. Je vous prie de me croire sur parole. Il n'y avait plus rien. Immunothérapie. Donc, je discute avec lui. Donc, je dis, ça va, ça se passe bien, il n'y a plus rien et tout. Et il me dit, j'ai échappé de justesse à l'immunothérapie parce qu'il a développé... Ça, c'est les conséquences de l'immunothérapie. Une pneumopathie interstitielle, mais fulgurante.
Il était hospitalisé en réanimation, il a passé un mois en réanimation. Et donc ce patient, il ne va plus bénéficier d'une immunité. C'est fini. C'est cuit pour lui. Donc, quand un patient, de surcroît, un collègue qui revient avec, et que tu retrouves, je ne sais pas si... Alors, dans le compte-rendu, j'avais mis... On retrouve un hyperméthanisme intense au niveau de la masse pulmonaire, le A supérieur gauche. Et est-ce qu'elle est là? Attendez, 2 secondes. C'est pas ça. C'est pas le compte-rendu. L'essentiel, bon, je vous prie de me croire, je ne retrouve, tout est bon, sauf ça. Bon, il y avait ce petit nodule. Il y avait ça, c'est une formation presque en verre dépoli. Micro. Oui, pardon. En verre dépoli. Bon, pneumopathie interstitielle, on regarde, bon, fixe pas des masses non plus. Hein, donc, mais l'adénopathie inguinale, elle a disparu, hein, donc, parce qu'il y a eu une réponse un peu dissociée. Hein. Et voilà, on voit très bien. Je ne sais pas si vous m'écoutez comme ça va? Voilà. En tout cas, il y avait une grosse adénopathie inguinale qui a disparu. Par contre, il y a apparition de ça. Voilà, il n'y a que ça. Ça, c'est quoi? Allez. تعرفوا كلش انتم خلاص. Et surrénal, oui. C'est un épaississement nodulaire de la branche médiale de la surrénale gauche, qui fixe à, qu'est-ce que j'ai mis? 12,7. Tiens, ils sont là. Hein. 12,7. Je l'ai mentionné, franchement. Et après, j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il est sous corticothérapie. Je vous ai montré tout à l'heure une diminution, faux positif, machin, mais je ne sais pas, j'ai pas encore de nouvelles, parce que c'est tout récent, hein, c'est un examen fait le 5-10. Je ne sais pas. Après, parce que ça me semble un peu la corticothérapie, j'aurais aimé voir un endocrinologue, notamment notre ami Chahboun, et nous aurait peut-être un petit coucou à lui. Hein. Et il aurait peut-être donné une précision, mais je ne sais pas si vous avez une idée. Une fixation comme ça à 12,7, c'est quand même suspect pour moi. Forcément, c'est rénal, poumon. Et puis la fixation, elle est énorme. Et surtout le caractère unilatéral. Fait que... Donc avec les collègues, c'est toujours difficile hein, de discuter quand ils sont malades. Donc voilà, on essaye. Dès qu'ils nous proposent quelque chose, on dit oh, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Mais au fond, j'attends voir. Je vous donnerai des nouvelles, promis. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Donc l'adénopathie inguinale qui passe de 1,9 à 13,2. Tout est bon pour lui. Tout est bon, sauf l'apparition de ce épaississement pariétal gauche au niveau de la surrénale. Je ne sais pas. Tu fais ton compte rendu et puis tu attends. Peut-être qu'une IRM aussi. L'IRM, je pense qu'elle peut donner la réponse. Voilà. Donc des fois, on peut pas. On est un peu limité. Qu'est-ce que j'ai mis là? Stabilité des lésions osseuses, voilà. Donc là, ces lésions osseuses sont stables aussi. Hein? Vous voyez là je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein. Mais en tout cas, au niveau du métabolisme, très faible, resté très faible. Les lésions lytiques deviennent osteocondensantes. Donc tout est pour une stabilité de la maladie osseuse. Et il y a ça. Et heureusement pour lui, je ne sais pas s'il peut bénéficier d'une chirurgie aussi. 5 cas, pardon, excusez-moi. Donc deuxième cas, adénocarcinome. Est-ce que vous voulez que je passe directement vers le sein ou je continue avec le... Je continue poumon khair, hein, parce que je crois que c'est important. Et puis, alors ça c'est une dame, me semble-t-il. Adénocarcinome pulmonaire avec évolution discordante, hein, sous traitement, et apparition d'adénopathie lombo-aortique confluente et bonne réponse au niveau pulmonaire. Effectivement, j'avais reçu même le scanner, hein, je pense, où c'était la demande comme ça.
Et là, il y a une apparition malheureusement d'une adénopathie claviculaire gauche. En fait, sur le plan, il y a une discordance sur le plan pulmonaire, il a régressé, mais sur le plan ganglionnaire, il a évolué. Voilà. On le voit ici, hein, au niveau pulmonaire, il y a quasiment... vous voyez là, là aussi, en haut, il y a une stabilité, hein, des lésions. Là, c'est médiastinal supérieur droit, l'âge de Barretti. Hein. Donc là, ça a augmenté au niveau ganglionnaire, vous voyez, au niveau de la loge de Barretti. 5,6 versus 6,2. Elle a diminué plutôt, pardon. Médiastinal supérieur aussi. Gauche, diaphragmatique. Ouais, apparition surtout cette adénomégalie médiastinale supérieure gauche, avec une SUV de 6,7. Et en sous-diaphragmatique aussi, vous allez voir, déjà, on voit ici, on devine déjà là, au niveau du huile hépatique, et en céliomésentérique, en rétropéritonéal finalement. Hein. Donc il y a une évolution ganglionnaire très importante. Vous voyez qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Regardez ici, les adénopathies confluentes qui envahissent un peu le hile, les régions, la veine cave inférieure, la veine porte, enfin, il y a un envahissement global. Même ici en lombo-aortique, hein, en iliaque externe. Et là, c'est où? Alors, c'est en iliaque interne. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'arrive pas à voir. Bon. Puis, voilà. Là, c'est caractérisation d'un nodule de S6 droit. TEP initial le 5,6, TEP contrôle 5,10. Là, il y a quasiment une stabilité. Mais pourquoi je vous ai montré ça? Je ne sais pas. Oui. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a finalement le SUV, il n'a pas changé, 2,4, 2,3, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous voyez le contraste? Le contraste. Ouais. Alors, très important aussi, le suivi des nodules, n'importe quelle autre pathologie, regardez toujours la glycémie au moment de l'examen. Parce qu'une glycémie à 1,8, tu fais ton examen à 1,8 alors que préalablement elle a fait 1,2, c'est pas la même chose. Tenir compte de ça. Très important. Parce qu'un mec qui a deux glycémies, forcément tu vas avoir une baisse de... Et donc tu ne peux pas répondre, se méfier. C'est pour ça que je vous ai montré ça. Est-ce que c'est le même patient? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. C'était pour ça. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je passe au... Après ça. Ouais. Qu'est-ce que je... كما حابين ندير لكم جينيكو رابيدمون جينيكو ها هكذا ندير لو سان ولا شنو ندير ابري ندير جينيكو رابيدمون non ah oui j'arrête désolé j'ai pas compris merci Mohamed pour l'invitation encore hein. Désolé la prochaine fois je vous promets عجبني لو راسي donc Mohamed je m'invite نديرو سان نديرو جينيكو. Ok, merci.